Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une émission littéraire en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL qui nous permet de rencontrer nos auteurs, autrices, écrivains, écrivaines des Laurentides. Mon nom est Martine Laval et aujourd'hui je reçois Frédéric Danterny. Bonjour Frédéric. Bonjour. Un auteur prolifique qui a à son actif une soixantaine de romans de tout genre, que ce soit dans le fantastique, la science-fiction, le suspense, le surnaturel, l'épique, le médiéval, l'historique. Une palette très diversifiée qui touche tous les genres. Il travaille beaucoup avec les enfants en animation, des rencontres scolaires, des camps de jour, des ateliers d'écriture. Son œuvre est très intéressante et très impressionnante. Et ce qui m'a touchée, parce que on n'a jamais assez de temps, vous savez, pour tout partager, c'est le travail qu'il fait avec les enfants. Et Frédéric, je trouve extraordinaire tout ce que vous faites. J'ai bien compris la diversité de votre œuvre, mais je voudrais d'abord savoir une chose. Quand vous travaillez avec les enfants, et nous allons parler de choses très spécifiques, que cherchez-vous à faire? Où allez-vous quand vous entrez en contact avec les enfants et que vous travaillez avec eux? Eh bien, je veux stimuler leur imagination, leur imaginaire, leur créativité et également travailler sur leur estime personnelle. Parce que quand j'arrive devant un groupe, dans une classe, je ne sais pas de quoi on va parler, eux non plus. Et là, donc, je pose des questions, ils y répondent et il y a toujours un petit garçon, une petite fille qui arrive avec quelque chose d'original. Et c'est comme ça que l'histoire part. Alors, dès qu'on a un point d'ancrage sur l'histoire, un personnage intéressant ou un événement particulier, eh bien, je commence à dessiner l'histoire au tableau, page par page. Et là, on l'invente. Alors, je pose des questions, je les oriente, ils répondent aux questions. Des fois, on mélange des réponses pour optimiser la réponse et avoir des idées encore plus riches. Et pendant que nous, on s'amuse, eh bien, l'enseignante prend des notes et travaille très fort. Ah, parce que vous travaillez évidemment en collaboration Exactement. avec l'enseignante. Exactement. Vous avez écrit des séries, plusieurs séries jeunesse. Il y en a deux en particulier qui m'ont vraiment, vraiment touchée et émue. Alors, je vais parler de la première, qui sont en fait les 4 accords Toltec expliqués aux enfants. Les 4 accords Toltec pour moi, sont des bases de vie, des bases, des façons d'être, d'entrer en relation, etc. Et vous les avez écrites pour les enfants, à votre façon, bien sûr, mais chacun, évidemment, reprend chacun des accords Toltec sous un autre titre. Par exemple, Coralie la maligne, Olivier se traîne les pieds, Théo fait son rigolo, Emma est dans tous ses états. Et à chacun correspond évidemment l'accord Toltec. Que ta parole soit impeccable, ne prends rien de personnel, fais toujours de ton mieux, ne fais pas de suppositions. Faisons un petit survol, parce que je trouve que dans une famille, entre parents et enfants, il me semble que ce serait une belle histoire, de belles histoires à raconter et de beaux guides de vie. Vous nous en parlez un petit moment? Oui, effectivement. Ces 4 livres ont été en fait une commande d'éditeur. Je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais l'éditrice m'est venue avec cette thématique. Elle m'a dit, est-ce que tu serais capable, est-ce que tu serais intéressé à faire ça? J'ai pensé un peu et je dois dire que ces 4 livres ont été écrits en collaboration avec mon ex-conjointe, Chantal Derry. Et elle m'a beaucoup aidé parce qu'on a mis au point le scénario de chacun de ces livres ensemble. Et écrire pour des tout petits nécessite vraiment une approche très particulière. On parle de quel âge quand Eh bien, c'est deuxième, troisième, quatrième année. Donc, ce sont des livres première lecture. C'est écrit suffisamment gros, avec des illustrations à l'intérieur. Et donc, il fallait effectivement que chacun des livres incarne un des accords Toltec avec un personnage qui... pas qui est victime, mais qui a la malheureuse habitude de faire ce genre de choses et ça lui attire beaucoup de problèmes et les problèmes vont croissant au fur et à mesure de l'aventure jusqu'à ce que le personnage lui-même prenne conscience de cette déviance-là et
décide d'y mettre un terme ou de corriger. Donc, c'est pas une explication des accords Toltec, c'est que le personnage incarne l'accord Toltec. C'est l'application. Exactement. Et le vit, et le lecteur, lui, se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même le jeune lecteur est en mesure de se rendre compte que quelque chose ne va pas dans l'attitude du personnage. Et l'événement qui va déclencher la prise de conscience arrive à la fin. Et donc ensuite, le lecteur par lui-même prend conscience de ça et peut l'appliquer à sa vie quotidienne si d'aventure lui-même a ce genre de déviance, comme on l'a tous. Parents inclus. Exactement, exactement. D'ailleurs, si on mettait en pratique quotidiennement ces 4 accords Toltec, c'est un bel enseignement. C'est un bel enseignement. Exactement. Absolument. Une deuxième série que j'aime beaucoup aussi, qui est les aventures La Petite Flamme Bleue. Alors là aussi, c'est pour les tout petits. Là aussi, c'est vous allez m'en parler, mais c'est quelque chose, évidemment, qui éveille la conscience, qui fait grandir. Alors, je vous cède la parole sur La Petite Flamme Bleue. Où sont-ils, d'ailleurs, nos petites flammes bleues? Ça, c'est le troisième. Le troisième qui est sorti il y a 2 ans. Oui. C'est Le Grand Voyage de la Petite Flamme Bleue. Ils sont sous ce grand format-là, chacun? Non, ils sont dans des formats différents. Les 2 premiers ont été publiés par les éditions ADA. Ils sont un peu plus carrés. Oui. Puis celui-là est un format 9/12. Oui, d'accord. Alors, allez-y, racontez-nous cette magnifique série. Ben oui, La Petite Flamme Bleue, écoutez, ça part du principe que nous en avons tous une à l'intérieur de nous. Cette petite flamme intérieure. C'est notre force intérieure, c'est notre joie de vivre. Alors en général, elle est toute petite. D'ailleurs, dans les classes, je la montre parce que j'ai toujours une petite flamme bleue qui a été fabriquée par mon fils quand il avait 5 ans et que je traîne toujours avec moi. Donc je dis, voilà, la petite flamme bleue, elle est là. Elle est toute petite, mais dans la vie, eh bien, nous rencontrons des événements qui peuvent faire grandir notre petite flamme bleue. Alors, la petite flamme bleue, à travers les histoires et les aventures, les voyages qu'elle fait, les personnages qu'elle rencontre, ça fait prendre conscience aux jeunes que, d'abord, ils ont tous une petite flamme bleue, notre force intérieure, et qu'ils ont surtout le pouvoir de la faire grandir en réorientant leurs pensées. Parce que quand je fais l'animation La Petite Flamme Bleue, c'est maternelle, première, deuxième année, et on fait des jeux pour faire grandir notre petite flamme bleue. Ensuite, il y a le jeu qui accompagne l'animation. Vous nous parlerez du jeu également. Alors, La Petite Flamme Bleue fait prendre conscience aux enfants qu'ils ont le pouvoir de la faire grandir à chaque instant en réorientant leurs pensées. Donc, plutôt que de mettre leurs pensées et leur énergie sur un événement négatif qui vient de survenir, par exemple, dans l'école ou quoi, eh bien, ils ont le pouvoir, à tout instant, de réorienter la pensée et de penser plutôt à un événement heureux qui les a rendus joyeux. Et donc, rien qu'en faisant ça, eh bien, ils font grandir la flamme bleue qui grandit, nous enveloppe et qui chasse les flammes grises au loin. Donc, c'est ça le concept. Donc, c'est une prise de conscience de notre être immatériel, de notre âme. Et les jeunes ont des yeux grands ouverts comme ça parce qu'ils prennent conscience qu'ils ont un pouvoir intérieur. C'est magique, et qu'ils peuvent le mettre en application chaque jour. D'ailleurs, c'est valable pour les adultes aussi. Bien sûr. Je trouve d'ailleurs qu'à travers ces séries-là, il y a un très, très beau travail à faire parents-enfants, un travail, un échange, un rapprochement, une conscience, une prise de conscience. Et c'est ça, aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Alors, évidemment, et ça peut harmoniser les familles, harmoniser les relations, les amitiés, à l'école, etc. C'est un outil. Voilà, exactement. Et pas seulement en classe. Moi, j'ai le souvenir d'une dame qui était gérante de banque et qui m'a dit, moi, j'utilise le jeu de cartes, La Petite Flamme Bleue, tous les matins en meeting d'ouverture le lundi avec mes employés. Chacun pige une carte. Bleue. Alors, sortez le jeu, montrez-nous. Alors, le jeu de cartes a été mis au point par mon ex-conjointe, Chantal. Oui. Et donc, chaque carte invite l'enfant ou la personne à se focaliser sur, par exemple, imagine une histoire heureuse. Imagine une histoire heureuse. Bon, imagine quelque chose qui ne t'est pas arrivé dans ta vie réelle, mais qui pourrait t'arriver et te rendre heureux. Donc, ça amène la personne à réfléchir à qu'est-ce qui la rend heureuse dans la vie. Et rien que le fait d'y penser et de concevoir cet événement-là, c'est de mettre cette opportunité en banque pour la réutiliser à un moment donné pour réorienter nos pensées. Donc, ce sont des cartes avec chacune une pensée.
Exactement. qui nous fait réfléchir, voyager, revenir, travailler. Exactement. Comme là, nous avons la carte donne une qualité à ton voisin de gauche ou ton voisin de droite. Donc, quand je suis en animation dans les classes, Oui. eh bien, les enfants qui prennent cette carte-là, ils regardent la personne qui est à leur gauche ou à leur droite et ils doivent leur donner une qualité. Alors, dépendamment du niveau, des fois, ça sort comme ça et c'est très beau, très intuitif, très instantané, ou des fois, bon, il y a un peu de gêne ou quoi. Mais ça montre que c'est pas si facile que ça de regarder une personne et lui donner un compliment. Et quand on commence une conversation de cette manière, fatalement, ça harmonise totalement tout de suite la rencontre. Et nous avons ici la plus belle carte de toutes. Je veux entendre de belles choses, merci. Oui, donc quand l'élève choisit cette carte-là, c'est tous les autres élèves qui doivent lui donner une qualité. Donc dans ce cas-là, j'invite l'enseignante à écrire sur un bout de papier les qualités que tous les élèves trouvent à cette personne pour qu'ensuite elle remette la feuille à la personne pour que l'enfant, la prochaine fois qu'il sent sa petite flamme bleue toute petite, pour la faire grandir, il n'aura qu'à lire ou lui faire lire par son parent toutes les qualités que les autres amis lui trouvent. Et donc ça, c'est valable aussi pour les adultes. Je trouve ça très émouvant, très beau. Nous avons besoin de ça dans nos vies, dans nos écoles, dans nos familles. Bon, évidemment, on ne parlera pas des 2 dernières années qui ont été difficiles, mais dans la vie de tous les jours, peu importe ce qui s'est passé avec la pandémie, où on s'est retrouvé seul, où on s'est retrouvé isolé, où il y a eu des choses difficiles à vivre, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'eût été un très bel outil pour passer à travers. Mais je trouve que vous avez créé des outils qui font grandir et qui font nous ouvrir vers l'autre, vers soi d'abord et vers l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et c'est ce qui m'a grandement touchée dans votre œuvre. Merci. Ben, c'est quelque chose que j'essaye de mettre dans chacun de mes livres, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, peu importe le genre d'ouvrage également. Donc, toujours des outils et puis des manières d'être et de s'améliorer à chaque fois, donc peu importe le personnage. Je vais pas sauter du coq à l'âne parce qu'on va revenir à vos livres, mais pour encore aller dans cette branche-là, je vais vous poser une question qui dérange. La question qui dérange. Vous avez écrit Ma vie dans l'au-delà, chemin d'ombre et de lumière. Vous êtes mort à 57 ans. Vous avez fait un aller-retour dans l'au-delà. Vous êtes revenu parmi nous. C'est mon interprétation. Moi, je me pose une question. Est-ce que quand on fait des voyages astraux, qu'on va toucher à l'au-delà, appelons-le comme ça, quand on revient, est-ce qu'on a comme une mission? Est-ce qu'on sent comme une mission? On dirait que vous êtes là avec ces beautés de livres pour offrir un enseignement d'une grande sagesse, d'une grande ouverture de cœur. Alors, je cherche une raison. Je suis peut-être luberlu, peu importe. Je veux aller dans cette sphère-là. Bien, Puisque écoutez, vous explorez. ça m'a toujours passionné, hein, d'où on vient, où on va. La vie après la mort, mais aussi la vie pendant la vie également, qui est importante. J'ai eu la chance ou l'opportunité peut-être quand j'étais jeune de vivre dans une réelle maison hantée. Et c'est là que ça m'a ouvert à l'invisible. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé par écrire du roman fantastique. Et donc le livre Ma vie dans l'au-delà, justement, c'est écrit au jeu, oui, et c'est l'histoire d'un auteur célèbre qui écrit du roman fantastique et qui décède à la fin du premier chapitre. Hein. Pas de chance pour lui, mais disons que ça ouvre à une grande aventure parce que dans l'au-delà, donc il rencontre son guide, hein, qui en fait, il s'en rend compte quand il le voit, c'est un de ses personnages principaux. Alors il lui dit, mais que faites-vous là? C'est moi qui vous ai inventé. Alors il lui dit, non, c'est moi qui t'ai inspiré ce personnage-là. Et alors donc, le narrateur voyage dans différents plans de conscience et il va dans une grande cité céleste et il se crée lui-même un univers où, comme c'est un auteur obsessif, il va continuer à écrire.
tout seul dans sa belle maison qui s'est recréée. Hein. À un moment donné, il commence à s'ennuyer et puis là, son guide arrive et il lui dit est-ce que tu veux m'aider et tout parce que ta famille, restée sur Terre, éprouve des difficultés. Hein. Donc là, il va apprendre comment s'introduire dans les rêves des membres de sa famille et comment les aider à travers des impulsions, des pensées et tout ça. Et il va devenir progressivement l'ange gardien de son petit-fils à naître. Parce que là, il va rencontrer une entité dans l'au-delà qui est en processus de réincarnation. Et il va se rendre compte que cette personne-là, il la connaît depuis plusieurs vies. Et c'est cette personne-là, cette âme-là, qui va s'incarner dans son petit-fils. Donc, il va devenir son ange gardien. Et c'est un narrateur aussi qui rencontre l'amour dans l'au-delà. Donc, c'est une belle histoire d'initiation spirituelle avec du suspense, mais également une belle histoire d'amour. Oui. Revenons à votre... C'était important pour moi de souligner cet univers quand vous allez dans des sphères autres que simplement les choses très réelles, très tangibles. Et vous avez créé pour les jeunes, parce que vous écrivez pour les enfants, mais les jeunes, jusqu'à l'adolescence et même pour les adultes. Et vous avez créé donc des séries mystérieuses, comment on dit donc, de science-fiction, de surnaturel. Où allez-vous, comment allez-vous chercher votre lectorat à ce moment-là dans ces histoires-là? Vous les emmenez où? Dans quel univers? Dans quels univers pour pouvoir bien les tenir? Parce que ce sont des séries. Là, nous n'avons que le premier tome de série. Mais vous les emmenez où? Et vous les dirigez dans quoi? Bien, ça dépend de la série. Hein. Oui. Alors, allez-y, parlez-nous de votre série, de vos séries. Par exemple, Storine, l'orpheline des étoiles, on est dans un empire intergalactique. C'est la première série que j'ai écrite. Donc, c'est de voyage de planète en planète. Il y a également beaucoup de spiritualité à l'intérieur de Storine, justement. Et les mécanismes pour justement impliquer émotionnellement le lecteur, ce sont des intrigues avec du suspense, avec de l'action, avec une atmosphère, avec de l'émotion, justement. Par exemple, la série Les Messagers de Gaïa, donc une série de 9 tomes publiée aux éditions Michel Quintin. Là, je crée un groupe de personnages et je raconte leur histoire sur plus de 2000 ans dans 3 époques différentes. Alors, les personnages se réincarnent d'une époque à l'autre et on peut les suivre et suivre leur transformation émotionnelle, psychologique, au fur et à mesure des événements qui jalonnent ces existences. Et ce qui m'a fasciné là-dedans, justement, c'est que des personnages foncièrement antipathiques, dans la première époque, qui ont causé la mort des héros, vont, au fur et à mesure des différentes époques, se transformer et devenir l'ami des héros. Et vous voyez, donc, par exemple, 2 ennemis qui s'affrontent dans une vie peuvent se réincarner entre 2 frères d'une même famille dans une autre vie et s'aimer et en même temps se jalouser, jusqu'à ce que dans la 3e vie, l'un devient le fils de l'autre. Et que là, on referme la boucle et les âmes se réconcilient finalement. Ça peut prendre des vies, mais... Alors, c'est tout ça qu'à travers la narration des Messagers de Gaïa, à travers des événements historiques, des guerres, des révoltes, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on apprend à ce moment-là l'histoire également? Oui, c'est transposé. Disons que c'est l'histoire des 2 derniers millénaires, depuis la Rome impériale jusqu'à nos jours, mais transposée dans une autre dimension, avec des pays différents et puis des personnages différents. Cependant, oui, on peut suivre l'évolution. Et les 2 derniers tomes, justement, les tomes 8 et 9, ça se passe aujourd'hui. Donc, on voit l'évolution technologique. Il y a Eolia aussi, il y a Béa et Mia. Oui, effectivement, Eolia, princesse de lumière, donc publiée aux éditions Pierre Tisser. Béa et Mia, donc ça, ce sont 3 livres publiés aux éditions Michel Quintin. Ça, c'est très particulier, Béa et Mia, parce que pour la première fois, je me suis incarné dans des personnages féminins, adolescentes, et ça n'a pas été évident pour moi. Je veux dire, c'est tout un exercice stylistique, et ce sont deux sœurs, justement, qui voyagent avec leur père, qui est archéologue, donc de pays en pays, et puis dans chaque livre, elles découvrent une civilisation disparue.
Donc encore de l'histoire. De l'histoire, de l'initiation, puis donc également des blogs que les deux sœurs mettent sur Internet. Pour partager leurs aventures. C'est ça, c'est ça. Donc 3 tomes, mais chaque livre est indépendant. Et qu'y a-t-il aussi? Et, alors, Eolia, Béa et Mia, Storine, les messages de Gaïa. Maintenant, vous avez décidé d'écrire sous un pseudonyme que je retrouve, Jean Dehenneck. Jean Nahenneck. Nahenneck, pardon, pour écrire Les Dames de Bretagne. Pourquoi? Pourquoi d'abord un pseudonyme? Oui, écoutez, je suis plus reconnu pour écrire de la littérature jeunesse, donc des livres rigolos, des livres fantastiques, mais quand on arrive à l'histoire pure, d'ailleurs, écrire des romans historiques, ça a toujours été un de mes buts, parce que fondamentalement, j'ai toujours cru ou pensé qu'il fallait vraiment être crédible et se documenter. Oui, absolument. Ce qui est vrai, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi, surtout que pour les Dames de Bretagne, je retrace le règne de la reine Anne de Bretagne, la seule femme qui a été 2 fois reine de France. Et donc, il fallait que ce soit très documenté. Et donc, je me suis plongé dans cette époque. Et pourquoi ce pseudonyme? C'est parce que j'ai voulu trancher réellement avec ce que j'écrivais d'habitude. Et aussi, dans le processus de documentation de ce livre, j'ai découvert que mon père faisait des recherches sur nos ancêtres. Et il me dit, mais tu sais que nous sommes à moitié bretons. Et ton arrière-grand-mère s'appelait Nahenneck. Ah, Nahenneck. Alors, j'ai pris Jean, comme le nom de mon père, et Nahenneck. Donc, Jean Nahenneck. Et ça reste dans la famille, quand même. Ça a été une grande découverte pour moi parce que Anne de Bretagne est assez méconnue. Et pourtant, ces 2 règnes successifs avec les rois Charles VIII et Louis XII ont été très importants, méconnus un peu entre Louis XI et François Ier, 2 rois de grande taille, là. Et donc, ça se situe à l'époque de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Alors, je me suis vraiment plongé dans l'histoire et tout ce qui est raconté au niveau historique, fait historique et réel. Et j'avais tellement l'impression d'être avec Anne de Bretagne qu'il y a des inconnus dans la vie de tout personnage, où même les historiens ne savent pas comment trop se prononcer. Et c'est là où l'auteur peut aller plus loin parce que par le pouvoir de l'imagination, quelque part, on se connecte avec, je dirais plutôt peut-être l'âme de ces personnages-là et on peut avoir accès à certains ressentis, certaines choses. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai capté. Et depuis, donc, j'ai écrit la suite, c'est 4 tomes. 4 tomes, oui. Il y a 3 tomes de publiés, mais j'ai écrit la suite, 4 tomes, donc qui retrace le 2e règne d'Anne de Bretagne. Donc, à venir. À venir, donc, avec son mari Louis XII, avec lequel elle a vraiment vécu une belle histoire d'amour. Ça vous a pris combien de temps? Parce qu'ils sont quand même assez volumineux. Ça vous a pris, vu que ça demande beaucoup de recherche, ça vous a pris combien de temps écrire les livres sur les Dames de Bretagne? Des Dames de Bretagne. Bien, écoutez, quand j'écris, je me plonge vraiment corps et âme dans l'époque et j'écris 1 chapitre par jour, donc 5 chapitres par semaine. Des livres comme ça prend environ 4 mois à écrire, plus un autre mois pour corriger. Donc, chaque livre, je dirais 5-6 mois. Alors, vous avez cette discipline. Parlez-nous de cette discipline. Oui, il faut de la discipline pour... Oui. À mon sens, là, chaque auteur écrit selon sa nature, c'est sûr. Moi, je préfère une discipline assez stricte parce que ça nous maintient dans l'énergie du livre. Chaque livre est une énergie et puis il faut rentrer dedans de manière à vivre avec les personnages. C'est pour ça que les auteurs, souvent, on est des personnes assez, pas étranges, mais on est toujours un peu à côté de la réalité, surtout quand on est en période d'écriture. Oui, tout à fait. Wow, c'est impressionnant parce que, en effet, mais c'est ce qui fait en sorte que vous avez écrit tant de livres. Ça aide. Parlez-nous du travail que vous faites dans les écoles, dans les camps de jour, avec les enfants, ces cahiers que vous avez apportés. Il nous reste un peu plus de 2 minutes, mais nous avons le temps. Les bulles de vie, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais le plus souvent maintenant. Ce sont des animations, donc dans le cadre de culture à l'école
ou avec l'UNEC dans des écoles ou dans des bibliothèques. Là, par exemple, voyez-vous, ce sont des albums qui ont été réalisés dans des classes de 2e année ici à Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant. Donc, cette semaine, justement, je retourne à l'école Fleur Soleil pour refaire de nouveaux albums. Donc, ça se fait en 2h30. Hein, là, voyez-vous, en 2e année, une journée dans la vie de Boubou. Alors, les enfants ont inventé l'histoire de ce personnage-là, un petit singe. Hein, et puis, j'ai dessiné l'histoire au tableau et l'enseignante a pris les notes. Après, les enfants ont réalisé toutes les illustrations. Moi, j'ai effectué le montage graphique de l'album et j'ai publié les albums. Donc, en quelques années, j'ai publié plus de 170 albums. 170 albums de travail scolaire avec les enfants. Avec les enfants et aussi avec des adultes. Par exemple, ici, vous avez à la bibliothèque de Mont-Tremblant, en novembre dernier, une histoire de Noël qui a été inventée par des enfants et leurs familles. Donc, il y avait des parents, des grands-parents. De Mont-Laurier. De Mont-Laurier. Oui. Donc, encore une fois, en 2h30, là, ils ont inventé l'histoire. Je l'ai dessinée au tableau. Ils ont fait toutes les illustrations, donc aidés par leurs parents et leurs grands-parents. Et ensuite, donc, le montage du livre a été réalisé et ils ont pu obtenir des copies papier avant Noël. Donc, c'est ce que je fais le plus souvent. Là, je reviens d'une série d'animation en Abitibi. J'ai également le projet Bulle de vie, qui est une animation intergénérationnelle. Donc, cela permet à des aînés de raconter des souvenirs d'enfance à quelques enfants. Et les enfants, donc, écoutent. Moi, je prends des notes et ensuite, ils font les illustrations du souvenir. Et donc, ça permet la transmission du patrimoine. Comme là, nous avons Bulle de vie Noël d'antan à la Prairie. C'est un projet qui a été fait en collaboration avec le Conseil des Arts. Et donc, les aînés racontaient aux enfants à quoi ressemblait leur ville il y a 60 ans, 70 ans, comment eux vivaient Noël. Puis souvent, les enfants écoutaient avec des grands yeux. Voyez-vous, ce livre-là a été réalisé en collaboration avec une autre auteure de Mont-Tremblant, France Légaré, qui m'a aidé à recueillir donc les souvenirs. Et puis, à la fin de ce projet-là, ça s'appelle Bulle de vie, il y a toujours les bulles de sagesse, c'est-à-dire ce que les aînés ont à transmettre aux enfants, quelque chose qu'ils ont appris, qui a été fondamental pour eux et qui se dit en une phrase ou deux. C'est la transmission fondamentale et les enfants donc peuvent se servir de ça pour construire leur vie. Vous faites un travail extraordinaire, Frédéric, un travail intergénérationnel, familial, scolaire. Ça touche absolument toutes les sphères de la vie, de nos vies finalement, auxquelles nous devrions nous attarder tellement plus profondément. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Encore une fois, nous n'avons pas le temps de passer à travers toutes ces belles choses. Je vous remercie pour ce travail extraordinaire et j'encourage vraiment qu'on regarde le travail de Frédéric Danterny pour un meilleur travail avec nos enfants, un beau lien entre les générations. À bientôt pour une autre belle rencontre. Merci Frédéric. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.